On va regarder ensemble quelques grandeurs économiques. On va s'apercevoir qu'il y a un problème dans l'économie actuelle et on va faire un peu de magie pour le corriger. On va commencer par le produit intérieur brut ou PIB, dont vous entendez souvent parler. Le PIB, c'est la grandeur de référence pour mesurer la production, donc la richesse d'un pays. Et la différence entre le PIB de l'année dernière et celui de cette année, c'est la croissance plus l'inflation. En fait, c'est comme ça qu'on calcule la croissance dont on nous parle sans arrêt. En fait, la croissance mesure l'enrichissement. Si on fait la moyenne depuis 30 ans, on trouve 3% par an de croissance plus inflation. Très grossièrement, sur 30 ans, le 3% se décompose en 1,3% de croissance et 1,7% d'inflation. Il y a plusieurs façons de calculer le PIB et on va s'intéresser à celle-ci. Le PIB, c'est les salaires, plus les artisans, plus les entreprises, plus l'État. On définit alors le revenu du capital comme étant le profit plus un tiers des artisans. Pourquoi un tiers? Disons que c'est un ratio empirique quasi universel. Un tiers capital, deux tiers travail. Si vous voulez creuser, cherchez partage de la valeur sur Internet. Ensuite, on va chercher le capital de la France, qu'on va identifier au patrimoine de la France. Le patrimoine de la France, c'est le chèque qu'il faut faire pour acheter tout ce qui se vend en France, les maisons, les voitures, les entreprises, mais pas les Français, que les biens matériels, le capital. Donc maintenant, on a d'un côté le capital de la France, et de l'autre, on a le revenu qu'il génère. On trouve alors une rentabilité moyenne de 5%. En fait, c'est 5,19, mais je simplifie. Or, on a vu que la croissance plus l'inflation moyenne n'est que de 3%. Bon, en fait, c'est 3,1. Et donc, depuis 96, la rentabilité du capital bat la croissance de 2%. Or, grosso modo, les salaires suivent la croissance. Et donc là, toujours depuis 30 ans, le capital gagne un peu plus que le salarié. Pas beaucoup plus, 2%. Mais 2% depuis 96, donc environ 30 ans, ça fait quasiment x2 pour le capital. On va prendre une année particulière, 2018. Le patrimoine de la France en 2018, d'après l'INSEE, c'est 15 000 milliards. Donc 2%, ça fait 300 milliards. 300 milliards que le capital gagne en plus, en une seule année. C'est pas étonnant que les inégalités s'accroissent. Mais alors attention, parce que les capitalistes, c'est pas que les riches. Si vous avez acheté un studio et que vous le louez pour arrondir les fins de mois, vous touchez un loyer, donc du revenu du capital, vous êtes un capitaliste. Si vous avez un livret A, vous touchez des intérêts, c'est pareil. Vous êtes un capitaliste. Un tout petit capitaliste, mais un capitaliste quand même. La plupart des gens sont capitalistes, souvent un peu et parfois énormément. Mais c'est vrai que plus on est riche, plus on touche. Et ceux qui payent les 300 milliards par an, ce sont ceux qui payent des loyers ou qui payent des intérêts parce qu'ils ont emprunté. Et un gars qui emprunte énormément, c'est l'État. Il a tellement emprunté que là, cette année, il a payé 60 milliards d'intérêts, quasiment 1000 euros par Français, bébé compris. Si vous êtes en couple avec deux enfants, vous êtes quatre, et cette année, l'État a dépensé 4000 euros de vos impôts en intérêt de la dette. Et ces 4000 euros de vos impôts, ils ont été payés directement aux capitalistes, les gros et les petits. Alors qu'est-ce qu'on fait pour corriger les 2%? Eh bien, le réflexe quasi pavlovien, c'est de monter les impôts. 2%, impôt sur le capital, ça vous rappelle rien? Taxe Zuckman? En fait, la taxe Zuckman, elle est complètement justifiée par ce qu'on a dit, parce qu'effectivement, le capital gagne toujours un peu plus que le travail. 2% de plus chaque année en moyenne. Sauf qu'une taxe de plus ne marchera jamais. Parce que les riches, qui sont aussi les investisseurs, ils vont pas se laisser faire et ils vont quitter la France. Et puis les Français sont raisonnables, ils en ont marre des taxes. Et c'est pour ça que cette histoire de taxe Zuckman, elle n'a pas pris, malgré le battage médiatique. C'est comme l'impôt sur l'héritage, la taxe sur la mort. Ceux qui essayent n'arrivent pas à la faire prendre. Parce que les Français, ils sont attachés à la transmission. Et c'est tant mieux. Parce que pour l'impôt sur les successions aussi, on est champion du monde. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà à 57% d'État. Alors c'est très bien l'État, je ne dis pas qu'il faut le remettre en cause. Mais 57%, est-ce bien raisonnable? On est dans un monde compétitif ouvert. Si on monte encore plus les impôts et la collectivisation, ça va pas bien se passer. Non, on doit trouver autre chose. On doit compenser les 300 milliards autrement. On doit les redistribuer, mais sans augmenter les impôts. Alors je vais vous proposer un moyen de compenser ces 300 milliards et de remettre le capitalisme d'équerre. Mais attention, c'est un peu magique.
Soyons fous, imaginons ceci. La Banque centrale européenne donne un porte-monnaie électronique à chaque citoyen. Tous les trimestres, Eurostat calcule combien le capital a ponctionné de plus que la croissance qu'il a générée. En moyenne, 2%. 300 milliards par an dans le cas de la France, mais grosso modo, c'est pareil dans les autres pays. On divise par 67 millions de Français. 300 milliards sur un an, ça fait 372 euros par citoyen français et par mois. Alors certaines années c'est plus, certaines années c'est moins, ou même certaines années c'est zéro. Mais en moyenne, les calculs donnent 450 euros par mois. Et donc tous les mois, la BCE verse cet argent, qui est variable, pas fixe, sur le porte-monnaie électronique. Et le citoyen fait ce qu'il veut avec. Il peut aller acheter du pain, ou il peut payer ses impôts, ou il peut le mettre de côté pour se créer un capital. Au passage, quand il paye avec son porte-monnaie électronique européen, il ne paye pas avec Visa, Mastercard, Google Pay ou Apple Pay et autres machins extra-européens. Il paye en euros, en Europe. Et donc il va payer avec des moyens de paiement européens. Un peu de souveraineté européenne ne nous fera pas de mal, et on pourra la créer avec ce portefeuille électronique. L'argent ne vient pas d'un impôt, il est généré par création monétaire, c'est de l'argent magique. Bon, ça, on en reparlera. Alors maintenant, attention, pour les enfants, on sépare en deux. La moitié est versée en allocation familiale, et l'autre moitié est capitalisée dans un fonds d'investissement jeunesse, pour financer l'innovation et la décarbonation. 150 milliards par an de financement pour préparer l'avenir. C'est juste énorme. Et là, j'ai pas fini, parce que quand le jeune atteint 21 ans, la somme capitalisée lui est remise. Ça fait de l'ordre de 70 000 euros pour étudier, innover ou pour créer son entreprise. Oui, 70 000 euros pour chaque jeune atteignant 21 ans. Comme on distribue de l'argent gratuit, de l'argent magique, on peut baisser de 300 milliards le budget de l'État. Et donc, on comble le déficit du budget de 150 milliards, et même on rembourse la dette en 30 ans, ce qui libère 60 milliards d'intérêts qu'on ne doit plus payer. Vous imaginez la révolution? Énorme. On a comblé le déficit public. On rembourse la dette en 30 ans. On n'a pas créé de nouvelles taxes. On n'a pas réduit le train de vie de l'État. On a créé des fonds d'investissement pour l'innovation et la décarbonation. Et on donne 70 000 euros à chaque jeune pour étudier, entreprendre ou innover. Et on a corrigé la spirale négative de l'accroissement des inégalités. Alors ok, on a fait appel à un peu de magie, celle de la création monétaire. Mais la magie de la création monétaire, la Banque centrale l'utilise déjà. Juste, elle l'utilise d'une autre manière. D'une manière qui favorise le capital et pas tant que ça les citoyens. Et là, on met la magie au service du citoyen. On corrige le déséquilibre des 300 milliards au lieu de l'accentuer. Alors attention, parce que je vois déjà tous les démagos arriver en disant « Ah, mais on va utiliser l'argent magique pour financer ceci ou ça. Et d'ailleurs, c'est moi qui vais m'en occuper personnellement pour le bien de tous. » Et c'est pas du tout pour être réélu. Très, très mauvaise idée, parce que si on imprime trop d'argent magique, on détruit la confiance dans la monnaie et on part en hyperinflation. Il faut être raisonnable. Et les politiques n'ont pas prouvé récemment qu'ils étaient raisonnables. Il est indispensable que le volume de création monétaire soit limité drastiquement, mathématiquement, sans aucune possibilité d'en sortir. Il faut enlever toute subjectivité. Actuellement, la BCE est indépendante et est fortement contrainte dans sa gestion de la monnaie. Pas question que ça change. Dans notre cas, la justification est claire. On accepte de créer uniquement le volume qui corrige les déséquilibres inhérents au capitalisme, et pas 1 euro de plus. Je voudrais maintenant insister sur l'effet redistributif. Je vais prendre un modèle hyper simplifié. Une Europe où il n'y a que 2 citoyens, toi et moi. Toi, tu es riche, tu as 1000 euros de patrimoine, alors que moi, je n'en ai que 10. J'ai 100 fois moins que toi. Ensemble, nous avons 1000 plus 10, ce qui fait un patrimoine, un capital de 1010. Si on s'autorise une création monétaire de 2%, en moyenne, alors on peut créer 2% des 1010, soit environ 20,1. Abracadabra, la BCE fait apparaître 10,05 sur nos 2 porte-monnaies électroniques. Maintenant, tu as un patrimoine de 1010, j'arrondis, et moi j'ai 20. On voit que je suis passé de 100 fois à 50 fois. L'année suivante, on recommence. Ensemble, on a 1010 plus 20 égale 1030, la BCE crée environ 20,06 et donne un peu plus de 10 sur chaque porte-monnaie. Et hop, maintenant tu n'es plus que 34 fois plus riche. C'est très redistributif. Mais surtout, regardez,
On est parti de 1010 et on est arrivé à 1020 et 30. En 2 ans, la masse monétaire est passée de 1010 à 1050, soit 40 d'inflation. Pour mieux comparer, j'ajuste en respectant les proportions. J'arrive à 981 pour toi, 29 pour moi. C'est comme si la BCE avait pris 19 chez moi et te les avait donnés. Écoutez bien, la création monétaire est équivalente à un impôt sur le capital, à un ISF. C'est pareil, un ISF de 2%. Mais pour le même résultat, je n'ai pas eu besoin de fliquer les riches pour connaître leur patrimoine. Je n'ai pas besoin de 3000 fonctionnaires pour gérer l'impôt, et j'ai pas besoin d'augmenter encore le périmètre de l'État. Et aucun riche n'a de raison de quitter la France. Vous connaissez la phrase de Colbert? L'art des impôts consiste à plumer loi pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris. Ici, on prend 19 plumes sur 1000 et personne ne crie. Alors j'appelle ça le dividende démocratique. Pourquoi dividende démocratique? Eh bien parce que si vous considérez la zone euro comme une entreprise, alors vous pouvez assimiler les 2% de trop perçus par le capital à une rentabilité d'entreprise zone euro. Et vous décidez de verser démocratiquement 2% à chaque citoyen. Un citoyen égale un vote, donc un citoyen égale une action de l'entreprise zone euro, et donc un citoyen égale un dividende. Un dividende de 450 euros par mois en moyenne. Bon, alors maintenant, il va falloir que je rentre dans le détail des calculs, mais je vais le faire dans une deuxième vidéo pour garder celle-ci la plus courte possible. Si vous pensez que cette vidéo est intéressante, likez-la, forwardez-la, propageons ensemble cette idée incroyable du dividende démocratique. Que vous soyez convaincu ou que vous trouviez le dividende démocratique iconoclaste, contactez-moi via la chaîne pour en parler.